Des États-Unis, George W. Bush, qui s'est rendu le 14 septembre 2001 sur les ruines encore fumantes du World Trade Center. Et ce jour-là, il aura des mots clairs. Une doctrine était en train de naître. Écoutez. I want you all to know that America today is on bended knee in prayer for the people whose lives were lost here, for the workers who work here, for the families who mourn. This nation stands with the good people of New York City and New Jersey and Connecticut as we mourn the loss of thousands of our citizens. I can hear you. I can hear you. The rest of the world hears you. And the people who knock these buildings down will hear all of us soon. Dominique de Villepin, à ce moment précis, vous comprenez que le monde est peut-être en train de basculer et vous le craignez? Je le crains parce que de la réponse des grands pays, et notamment des pays occidentaux, allait dépendre l'histoire des années qui ont suivi. Et mon inquiétude, c'était que la guerre contre le terrorisme, l'usage de la force, soit fait de telle façon que cela n'avive davantage les plaies, que cela ne conduise à plus de divisions, alors qu'il aurait fallu privilégier sans doute tous les instruments, tous les moyens de coopération contre le terrorisme, certes l'usage de la force en Afghanistan, mais avec une stratégie politique, avec une stratégie de coordination en matière de renseignement. Nous avons fait beaucoup de cela, mais je crois que ce sentiment que la force allait tout régler a sans doute aveuglé une partie des idéologues néoconservateurs à Washington. Alors c'est un homme qui va être le fantôme de l'Amérique durant des années. Oussama Ben Laden, ennemi invisible, sauf quand il décidera de parler, d'envoyer des messages. On le croyait définitivement introuvable, voire peut-être déjà mort jusqu'au 1er mai dernier au Pakistan. Ben Laden, la traque, Bernard Lebrun. 10 ans après, on aurait pu penser l'Amérique en crise économique, indifférente à cette nouvelle si tardive. Mais pas du tout. En cette nuit où Ben Laden fut abattu, à New York comme à Washington, les Américains étaient dans les rues pour fêter ça. Nous avions un compte à régler. C'est fait. Et je suis très content. Et cela venait de très loin, d'Abbottabad, là-bas, au Pakistan. De cette grande demeure de 3 étages, pourtant voisine de l'académie militaire du pays. Incrédules, les Pakistanais, comme le reste de la planète, apprenaient que l'homme le plus recherché du monde se cachait ici depuis plusieurs années. Ce qui a perdu Oussama Ben Laden, sans doute sa richesse et la trop grande famille qui l'entourait, car c'est une trahison qui a permis au Pentagone de le localiser. Quand ce dimanche, le commando de Marine des Navy Seals attaque de nuit sa maison, Ben Laden est dans sa chambre. Officiellement, il aurait tenté de riposter et fut abattu d'une balle dans la tête. Seules quelques photographies témoignent à la Maison-Blanche du moment de l'attaque. Dans la salle des opérations, Barack Obama et Hillary Clinton, tendus, suivront dans un grand silence où, dit-on, les minutes duraient des jours, l'aboutissement de 10 années de traque. Une cible, une seule cible, jusqu'à l'obsession. Wanted, recherché avec prime, d'abord pour 25 millions de dollars, puis 50, et le président d'alors d'ajouter: comme on le disait au temps de la conquête de l'Ouest, recherché, mort ou vif. Dès le 12 septembre 2001, la plus grande traque est lancée. Jamais dans l'histoire, autant de moyens militaires du dernier cri, autant d'hommes et d'argent vont être mis en œuvre au service de ce qu'il faut bien appeler une chasse à l'homme. Oussama Ben Laden, le fils d'un milliardaire saoudien, aimait les chevaux. Voix fluette et maigreur prononcée, l'homme était grand, 1,96 m pour 67 kg. Alors âgé de 54 ans, il souffre d'un diabète aggravé, ce qui n'empêche pas, depuis la guerre de libération de l'Afghanistan contre les soviétiques, d'être un djihadiste, un combattant de la guerre sainte, à la fois fin stratège et passionné par les armes. Au B-52 et à la faucheuse de Marguerite, la plus grosse bombe américaine. Dans le massif montagneux de Tora Bora en Afghanistan, l'armée emploiera tous les moyens, en vain, pour retrouver Ben Laden.
Chaque grotte sera fouillée, puis dynamitée par les forces spéciales. 10 ans de traque et des millions de dollars. Pour autant, dans le monde musulman, même après sa mort, le terroriste Ben Laden demeure un héros dont la figure est transmise aux enfants, celle de celui qui a osé braver l'Amérique. Charles Rifkin, les mots ont été assez clairs de Barack Obama. Justice a été faite, il fallait retrouver absolument Ben Laden pour les Américains. Oui, il l'a fait. Mais Ben Laden est mort, mais Al-Qaïda continue. Il ne faut jamais sous-estimer les terroristes, il ne faut jamais sous-estimer Al-Qaïda. Mais Al-Qaïda est bien affaibli comme résultat. Affaibli avec un nouveau paysage également des pays du monde arabe, un rendez-vous qu'il ne va pas falloir rater, Dominique de Villepin, dans les années à venir. Il faut donner un espoir, il faut que ce printemps arabe puisse déboucher, c'est notre responsabilité, si nous voulons éviter que ce nouveau terrorisme qui est disséminé, on le voit au Maghreb islamique, on le voit au Yémen, on le voit dans la péninsule arabique, il y a là de nouveaux risques. Il faut donc une réponse politique, économique, sociale, c'est le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme. C'est vrai un peu partout dans le monde, c'est particulièrement vrai au Moyen-Orient et en Palestine. On retourne à New York. Marie, une dernière fois, l'Amérique a-t-elle changé finalement, cette hyperpuissance qu'il y avait en 2001, et puis les doutes, et puis aujourd'hui des doutes qui sont plutôt finalement économiques, beaucoup plus que le terrorisme? Si ce n'est que les révolutions de Jasmin et les printemps arabes, comme on les a appelés, se sont passés dans des pays où on n'est pas intervenu militairement, c'est eux qui se sont révoltés. En revanche, là où on est intervenu, c'est une autre histoire. On va aussi parler de l'Afghanistan. Vous avez monté un dîner, un de ces fameux dîners de l'Atlantique sur l'Afghanistan, et il y avait là l'ambassadeur des États-Unis en France qui dit l'avenir se joue là-bas, et Jean-Daniel Lévit, le conseiller diplomatique du président français Nicolas Sarkozy, répond: si les talibans gagnent, nous aurons Al-Qaïda en France. Sauf que les talibans sont en train de gagner la partie. Je crois qu'il faut savoir raison garder sur ce sujet. Est-ce que les talibans sont en train de gagner la partie? Clairement, il faut s'en préoccuper. Je crois que plus largement, il faut regarder le monde, encore une fois, le Moyen-Orient de manière un peu plus large. Ce qu'on a pu constater, même si c'est en effet une autre partie du Moyen-Orient, en l'occurrence le Maghreb et le Machrek, qui a connu ces révolutions, ces mouvements sont non le moins une évolution positive. Les extrémistes, à ce jour, ont joué un rôle marginal dans ce qui s'est passé là-bas. Alors, en effet, pour ce qui est de l'Afghanistan, on est face à un problème qui n'a pas fini d'être significatif pour la communauté internationale, pour les Américains et pour le monde. Didier Ravanello. Il restera néanmoins, il me semble, quelque chose de son 11 septembre qui est l'idée que la solution américaine n'est pas forcément la bonne, alors qu'historiquement, l'administration Bush faisait ce parallèle très souvent avec le modèle qui avait été proposé par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, modèle de développement pour l'Europe, avec un soutien militaire qui petit à petit se désengageait, une aide économique. Ce modèle-là, projeté sur le monde arabe, ne fonctionne pas, et on en a une démonstration patente et brutale, que cette perte d'influence, en tout cas cette perte de croyance en la lucidité des États-Unis est un problème aujourd'hui. Et lorsqu'on voit par exemple l'incapacité d'Obama de se faire entendre auprès des leaders israéliens ou auprès des leaders palestiniens, on est encore dans les conséquences de ce 11 septembre. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont plus capables de taper du poing sur la table et de se faire véritablement entendre. Ils sont devenus, dans cette région du monde, un acteur comme un autre. Deux couples présidentiels, l'un démocrate, l'autre républicain, symbole en ce jour de l'unité du peuple américain. Un moment de recueillement à la fontaine du mémorial, allégorie de la vie qui jaillit. Sur le site du World Trade Center, Barack Obama et George Bush saluent ensemble les familles des victimes. Une bannière étoilée retrouvée quasi intacte dans les gravats des deux tours est ensuite déployée sur fond d'hymne américain. Derrière une vitre blindée, le président américain lira un simple psaume. Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans la détresse. C'est pourquoi nous serons sans crainte, même si la terre devait être bouleversée.
Quelqu'un a besoin d'un médecin? Non, non, j'ai pas d'oxygène. Vous allez voir le mec là, il a besoin d'oxygène. On va pas me laisser aller plus près. J'aimerais sortir les gens de là-dedans. Il y a toujours des explosions.